Bonjour les amis, donc c'est Tuga. Je voulais vous faire un petit point de situation par rapport au conflit en Ukraine parce que voilà, maintenant on a déjà presque un mois de recul en fait sur ce conflit et ce qu'on peut tirer comme conclusion au bout d'un mois, c'est quand même un constat d'échec pour les Russes. Alors je vais m'expliquer. Ici, tout ce qu'on voit sur le plan, donc tous ces petits drapeaux bleus, c'est comme ces armes en bleu, en fait, c'est des territoires en fait que les Russes sont en train de quitter. Donc ils sont en train de desserrer l'étau autour de Kiev et ils sont en train de retirer leurs troupes donc qui étaient au nord de Kiev. Et puis ici aussi de la région de Tchernihiv, donc ils sont en train de se retirer aussi. Donc pourquoi un constat d'échec? Parce que donc le projet initial des Russes était de prendre, comme ils disaient, dénazifier toute l'Ukraine. Donc ils voulaient vraiment renverser le pouvoir à Kiev pour probablement mettre une marionnette pro-russe en fait à la tête de l'Ukraine. Et on constate un mois après en fait qu'ils sont obligés de retirer leurs troupes qui sont au nord de Kiev simplement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de troupes pour prendre Kiev. Le constat aussi qu'on peut faire après un mois de guerre, c'est un échec presque complet de la part des troupes russes. Je dirais échec complet parce que, en fin de compte, l'armée russe s'est révélée être un tigre en papier en fait, quoi. C'est-à-dire que voilà, tout le monde fantasmait plus ou moins sur l'armée russe qui pouvait prendre toute l'Europe en une semaine. Et en fin de compte, on voit que ne serait-ce que pour envahir un pays on va dire de la taille de l'Ukraine, ils ont engagé quand même, il faut dire, pratiquement 50% de leur armée pour ce résultat-là. C'est-à-dire plus ou moins toute la zone du Donbass ici, ils la maîtrisaient déjà en fait avant la guerre. Donc en gros, leur seule victoire, c'est d'avoir pris cette zone donc au nord en fait de la Crimée et d'avoir relié cette zone-là en fait au Donbass. Mais voilà, on constate que la ville de Mariupol n'est toujours pas prise, ce qui est logique parce que prendre une ville c'est extrêmement compliqué. On avance immeuble par immeuble, donc ça peut prendre beaucoup de temps, quoi. L'offensive au nord, là, c'est donc un échec complet. Les Russes finissent par acter, et finalement, je dirais, acter cet échec, et de retirer en fait ces troupes de toute cette zone au nord de Kiev. Et enfin, ils vont redéployer ces troupes donc, dans la région du Donbass. Donc là, ça veut dire que déjà, après un mois de guerre, ils vont être obligés de revoir leurs objectifs à la baisse. Donc ça, c'est déjà un premier constat d'échec. Deuxième constat d'échec, on reviendra après sur le volet militaire, mais c'est au niveau des sanctions. C'est-à-dire que Poutine, très probablement, et les Russes ne pensaient pas en fait que l'Occident allait agir en bloc et mettre des sanctions aussi puissantes contre la Russie. On peut le constater au fait notamment que les Russes n'avaient pas fait rapatrier leurs réserves de change. Donc au début du conflit, on disait que les Russes avaient pratiquement 600 milliards en fait de réserves de change et puis un fonds souverain de 150 milliards. Et la réalité, bah, c'est que la moitié de ces fonds étaient en fait investis à l'étranger, dans des pays comme la France, en Europe, aux États-Unis. Donc ça a été très simple pour les Occidentaux en fait de bloquer tous ces fonds. Donc on va dire que les Russes ont déjà perdu la moitié de leurs réserves de change qui sont bloquées en fait en Occident. Actuellement, ils essaient de forcer en fait la vente de leur gaz en roubles, mais on ne sait pas si ça va marcher parce que pour l'instant, les Européens ils refusent. Parce que simplement ils disent bah, les contrats ont été faits de telle façon que ces échanges devaient se faire contre du dollar ou de l'euro. Donc ils disent non, on respecte le contrat de base. Donc c'est un petit bras de fer qui dure, mais je suis pas sûr que les Russes pourront forcer les Européens à payer vraiment en roubles, quoi. Déjà, je pense qu'ils peuvent déjà être contents que les Européens continuent, et ça c'est un aveu de faiblesse de l'Europe, ou plutôt qu'ils montent sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à acheter du gaz russe. Donc euh, voilà, je, je doute quand même que les Européens cèdent là-dessus, mais tout est possible, quoi.
Pour revenir donc aux aspects plutôt militaires, donc on voit que l'armée russe, en fait, ils avaient des objectifs, notamment au niveau des troupes, d'avoir au moins 1 million de soldats. Et ce qu'on sait actuellement, c'est que les troupes russes, l'ensemble des troupes russes, font aller entre 400 et 500 000 hommes. Et en sachant qu'ils ont engagé pratiquement 200 000 hommes, donc soit la moitié de leur armée, ce qui est quand même énorme, dans ce conflit, bah voilà, on voit que c'est un échec. Et là, quand même, on ne peut que féliciter en fait les Ukrainiens, pas qu'on est pro-Ukraine ou qu'on apprécie les bataillons nazis en Ukraine, pas du tout, mais du point de vue militaire, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire que ils ne sont pas rentrés dans un combat de gentleman contre les Russes. En gros, on n'a pas sorti les tanks euh, pour aller faire du face-à-face contre les Russes. Au contraire, non, non, ils sont repliés dans les villes, ils sont mis en position défensive, ils ont plutôt planqué leur matériel, leurs tanks, tout ce qu'ils avaient de valeur, ils l'ont planqué, et ils ont adopté une guerre une guerre de guérilla et une guerre d'embuscade, d'attaque sur les lignes arrières en fait des troupes russes. Ils ont principalement au début du conflit attaqué le point faible de l'armée russe qui était le ravitaillement. Et puis là aussi au niveau des stratèges militaires russes, mais c'est une catastrophe quoi. On va dire que si le plan qu'ils avaient au début de prendre l'aéroport de Stomel et puis de fondre sur Kiev, si ce plan-là avait marché, bah peut-être aujourd'hui on dirait que c'était des génies, mais là, suite à cet échec initial et qu'on prépare des guerres et des scénarios de combat, il faut quand même prévoir toutes les situations. Donc suite à cet échec initial, tout ça a été ultra mal géré, c'est-à-dire comment une armée comme l'armée russe se retrouve avec des difficultés pareilles, perd autant de matériel, c'est juste impressionnant quoi. Les Américains certes ont aussi beaucoup d'échecs, mais on les a jamais vus perdre autant de matériel. C'est vraiment quelque chose de dingue en fait quoi. Ils perdent énormément de matériel, ils abandonnent encore plus de matériel. Il semblerait qu'il y ait du matériel qui soit abandonné en fait par des troupes même qui limite combattent pas. Les soldats russes qu'on voit, c'est ils sont pas vraiment motivés. Il y a beaucoup de troupes en fait qui sont là, mais en gros, ils savent pas ce qu'ils font là. Les objectifs de guerre russes, ils n'ont pas été clairement définis. Et puis, je pense que pas mal de soldats russes, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font là et quels sont les objectifs de la Russie. Donc ça, on sait que le moral des soldats, il est important, et on ne peut que constater qu'un pays qui se défend sera toujours plus fort qu'un pays qui envahit, parce qu'un il lutte pour sa survie, et puis l'autre, en gros, il lutte pour le pouvoir. Et là, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire au niveau des stratèges militaires russes, comment ils ont pu foirer une opération pareille, quoi. Et on parle que de l'Ukraine, j'ai envie de dire que de l'Ukraine, parce que voilà, ils sont pas en confrontation directe contre l'OTAN, c'est vraiment que comment dire l'armée ukrainienne, avec très probablement de l'aide de conseillers militaires occidentaux. Mais voilà, ils sont pas en train de se battre contre l'armée polonaise, l'armée allemande, française ou américaine ou anglaise, quoi. Donc on peut se dire que dans une guerre conventionnelle, là on se rend compte concrètement que la Russie n'a aucune chance contre l'OTAN, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui fantasment, mais on fantasmait tous en fait sur la puissance de la Russie. Mais en fin de compte, c'était j'ai presque envie de dire une armée de propagande, c'est-à-dire on nous a vendu le matériel russe qui dépassait tout le monde, les super avions russes, les super systèmes de défense aérienne, les missiles de croisière, etc. On avait l'impression d'avoir une armée russe invincible. Et on ne peut que les féliciter pour leur opération en Syrie, où là quand même ils ont fait des belles choses, mais force est de constater que quand même pour dominer la situation en Syrie, ça leur a quand même presque pris une décennie, donc ça c'est pas à négliger non plus. Donc, mais là par contre, ce qui est inquiétant, c'est que voilà, ils envahissent un pays, donc voilà, donc là on voit la carte de la Russie, hein, on voit toute la Russie. Donc on voit donc Moscou, voilà, voilà. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas loin de Moscou en fin de compte, quoi. Et c'est-à-dire que si même aux frontières de son pays, la Russie n'arrive pas à ramener suffisamment de troupes
pour dominer un pays qui est quand même un pays en voie de développement, j'ai envie de dire, c'est quand même inquiétant, quoi. Alors c'est sûr que l'Ukraine a été armée par l'OTAN, mais voilà, ça devrait être une guerre facile pour les Russes, parce que s'ils n'arrivent pas à prendre l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils feraient contre toute l'Europe, quoi. On est d'accord, l'Europe, dans le cadre de l'OTAN, donc aidée par les Américains. Mais voilà, on voit que l'armée russe a quand même montré ses limites. On voit que les stratèges russes, ils sont pas très bons en fin de compte, quoi. Et c'est un peu toujours l'image qu'on avait, et moi je trouvais ça presque inquiétant. C'était toujours ces grosses opérations russes. Donc la Russie régulièrement faisait des exercices militaires, mais en gros les exercices c'était du genre j'envoie des centaines d'avions qui arrivent, qui bombardent une zone, je mets côte à côte alignés des tanks qui bombardent, je mets mes grades, donc c'est les roquettes à longue portée, je fais tirer mes batteries de grades. Ça fait des jolies explosions, c'est joli pour les caméras. Derrière, il y a encore les soldats là qui montent à l'assaut à découvert. Et puis ça fait des jolies images, je disais, pour les télévisions avec des explosions. C'est beau, il y a pas de mort, mais on voyait pas de vraies simulations de combat comme les pays de l'OTAN font régulièrement, où ils simulent, bah voilà, ils mettent face à face une force qui attaque, une force qui défend, des troupes en minorité, comment se défendre en minorité face à une armée qui arrive avec des effectifs supérieurs. Donc côté OTAN, on fait vraiment des simulations de combat réalistes, et côté russe, c'est plutôt des images de propagande pour faire défiler des avions qui volent en formation, idem pour les chars qui sont alignés les uns à côté des autres, les batteries de grade alignées là aussi, et puis des grosses explosions sur des plaines vides, quoi. Donc ouais, c'est des exercices militaires pas réalistes du tout, et j'ai envie de dire, c'en est presque caricatural, quoi. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont me contredire, à dire mais non, les Russes sont super forts, mais voilà, après un mois de conflit, où est cette Russie hyper forte, quoi. Donc là, clairement, ils sont en train de revoir leur scénario, et le scénario le plus plausible, donc c'est qu'ils vont redéployer toutes ces troupes-là ici dans le Donbass, et essayer de sécuriser en fait ce territoire du Donbass. Et je pense qu'ils peuvent encore s'en sortir s'ils arrivent, voilà, à prendre toute cette zone ici, donc du Donbass, peut-être remonter ici jusqu'au Dniepr, et essayer de bloquer toute cette zone-là pour avoir une certaine zone de sécurité tant pour le Donbass que la zone qui est au-dessus du nord de la Crimée, et puis essayer de profiter du Dniepr qui est donc c'est la rivière, hein, qui traverse toute l'Ukraine. Profiter du Dniepr qui fait une frontière naturelle, hein. Mais voilà, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il y a eu, ouais, c'est vraiment un échec quand même de la stratégie russe. Au niveau du jeu d'alliance, donc on voit que côté OTAN c'est très uni, ils arrivent quand même à parler d'une seule voix. Côté russe, alors on a toujours voilà, vu que, enfin, on a voulu mettre face à face des blocs Russie, Chine, etc. J'ai envie de dire à cette heure-ci, où sont les alliés où sont les alliés de la Russie? C'est-à-dire que mine de rien, bah, ils agissent pas vraiment. Les Chinois, ils sont très timides, ils osent, ils soutiennent, mais sans vraiment soutenir, ils le font pas directement. Et c'est quand même assez inquiétant, quoi. Assez inquiétant parce que voilà, à cette heure-ci, concrètement, il n'y a eu aucune solidarité, hein. Les Chinois ont pas donné de matériel militaire, ils sont pas venus aider sur le terrain, donc en fait la Russie se retrouve seule face à l'OTAN, et là quelque part on pourrait dire quand même qu'on est déjà rentré dans une guerre mondiale. Pourquoi guerre mondiale? Parce qu'en fin de compte, on sait que même si les Ukrainiens sont principalement eux qui se battent sur le terrain, on sait que derrière l'Ukraine, il y a quand même l'OTAN. Sans l'OTAN, l'Ukraine n'arriverait pas à tenir. Et notamment si l'Ukraine résiste bien, c'est grâce à tout le renseignement occidental qui leur parvient, donc ils savent presque en temps réel où avancent les troupes russes, par où ils sont en train de masser des troupes, par où ils vont lancer leurs offensives, donc l'effet de surprise il est totalement annulé.
Donc voilà, à cette heure-ci, les Russes peuvent encore s'en sortir avec une victoire honorable, mais victoire honorable qui leur aura coûté cher en troupes, en crédibilité et aussi en technologie militaire, parce il y a quand même beaucoup de matériel russe qui est en train de tomber dans les mains occidentales. Et ce matériel sera analysé. On a même vu des systèmes de guerre électronique. Donc c'est des systèmes qui mettent des années, on peut pas dire des décennies à être développés. Et ce matériel a été récupéré donc par l'Ukraine et finira très probablement entre les mains d'ingénieurs de l'OTAN qui vont décortiquer tout ce matériel et savoir ensuite comment le contrecarrer. Donc voilà, le constat après un mois de conflit, c'est plutôt un échec pour la Russie. Et maintenant, c'est difficile encore à cette heure-ci à dire comment va se finir ce conflit, quoi. Moi, si j'étais à la place de Poutine, j'essaierais de sécuriser un peu cette zone, essayer de négocier une paix où il ne passe pas pour un perdant dans ce conflit, mais je vois difficilement comment ils vont s'en sortir gagnants en fait de ce conflit, parce que il va falloir qu'ils négocient avec les Ukrainiens, il va falloir qu'ils arrivent à un accord avec les Ukrainiens. Et pourquoi je dis ça, c'est que s'ils n'arrivent pas à un accord avec les Ukrainiens, les sanctions occidentales vont être maintenues. Et force est de constater, c'est que la Russie n'était pas encore prête, l'axe qui est en face de l'Occident n'était pas encore prêt en fait à cette guerre. Peut-être les Chinois l'étaient, mais on voit que la solidarité chinoise, elle a ses limites. En fin de compte, les Chinois, ils roulent pour eux-mêmes, ils pensent avant tout à leur population, à leurs intérêts propres. Et certes, ils sont alliés de la Russie, mais c'est une alliance qui, selon moi, a montré ses limites. Parce que de l'autre côté, il y a vraiment tous les pays qui sont en train d'aider l'Ukraine. De l'autre côté, les Russes se retrouvent un peu tout seuls dans cette crise. Et puis aussi, constat d'échec par manque de troupes côté russe. Comment un pays comme la Russie ne peut avoir, a une armée de 400 000 hommes, quoi. Et encore 400 000 hommes, si c'était une armée surprofessionnelle, extrêmement efficace, à la limite, ça pourrait encore être acceptable. Mais là, on a vu que voilà, ils engagent la moitié de leur armée, ils n'arrivent pas à prendre la moitié de l'Ukraine, quoi. Donc c'est quand même assez inquiétant parce que pour un pays qui est censé faire face tout seul face à l'OTAN, alors peut-être ils le font sur un plan nucléaire, mais sur un plan conventionnel, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. À cette heure-ci, les estimations, on estime que les Russes ont perdu à peu près 10 milliards en équipement militaire. Il y a quand même des milliers de blindés, on ne parle pas de tanks, mais de blindés, de véhicules blindés. Donc ça peut être des 4x4 blindés, des transports de troupes blindés, enfin différents véhicules blindés qui ont été perdus sur le terrain. L'estimation de 10 000 morts, elle est plutôt assez réaliste, même si côté ukrainien on exagère et puis de côté russe on essaie de sous-évaluer ce chiffre, mais 10 morts ça paraît assez crédible par rapport à tout le matériel qu'on voit détruit, capturé sur le terrain. Donc voilà, après un mois de conflit, on va dire que voilà, il y a quand même certains objectifs qui ont été assez stratégiques quand même, qui ont été atteints, comme la sécurisation du nord de la Crimée, mais pour le reste, toute l'offensive sur Kiev, c'est révélé être un échec, à moins que c'était une stratégie pour diviser les troupes ukrainiennes, mais quand même, on a vu qu'au début, ils voulaient quand même rentrer dans Kiev et que ça a pas marché, quoi. Donc on va continuer à suivre l'évolution sur le terrain et on fera une petite mise au point lorsqu'il y aura des nouvelles sur le terrain. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne journée.